Noël, il faut quand même une petite prime pour les gens, pour les aider quand même à passer une fête de fin d'année dans de bonnes conditions. Comment ça, les primes de Noël supprimées pour les gens sans enfants? Enfin, point d'interrogation, j'imagine que ça doit être un des trucs en débat au niveau du budget, hein. Mais les gens, la prime de Noël, même si t'as pas d'enfants, les gens ont des familles. Noël, c'est une fête qui se passe en famille, ou alors même des amis. C'est, je veux dire, l'intérêt des fêtes de Noël, c'est pas uniquement, oh là là, une prime de Noël uniquement si t'as des gosses pour offrir des jouets à tes gosses. C'est aussi pour, je sais pas si si tu es tante, si tu as des nièces ou neveux, si tu as des amis, si tu as eu une vie. Ouais, mais simplement parce que c'est Noël en fait, genre, allô, bref, Oui, ouais, oui, c'est vraiment sous-entendu, tu veux de la thune, fais des gosses, hein. Spoiler alert, on n'aura pas plus, on aura même beaucoup moins, mais bref. Les riches n'ont pas vraiment d'argent, c'est pas tangible, du coup on peut pas les taxer. Par contre, les pauvres qui n'ont pas d'argent, on peut leur prendre, t'inquiète. Bah oui, c'est ça qui est frustrant, quoi. C'est vraiment en mode, non, mais les riches, vous pouvez pas les taxer, parce qu'en fait, leur argent, c'est pas vraiment de l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque. En fait, c'est de l'argent qu'ils ont dans des actions, des trucs, etc. Donc, c'est pas comme si tu pouvais taxer et leur prendre de l'argent, parce qu'en fait, c'est placé dans des endroits, etc. C'est des biens, des trucs. Donc, en fait, c'est plus compliqué que ça. Vous savez, les riches n'ont pas tant d'argent que ça. Par contre, ceux qui n'ont pas de thunes, là, ah, eux, on peut leur prendre. Eux, c'est bon, c'est pas un problème. Ils ont rien sur leur compte, ils sont à découvert. Ben, on va interdire le découvert, on va enlever la prime de Noël. Allez, démerdez-vous. Il va la supprimer pour les chômeurs en fin de droit et les gens au RSA, donc vraiment les plus pauvres, c'est honteux. Non, mais parce qu'en fait, c'est vraiment une logique qui pousse à ce que la société se recroqueville autour de l'unité familiale au sens biologique du terme. C'est-à-dire que les parents, les enfants, c'est tout. Alors qu'en fait, la logique de donner la prime de Noël à tout le monde, en fait, ça va s'opposer à une logique de vie communautaire, de vie où c'est pas parce que tu n'es pas la même famille de sang, ou c'est pas parce que tu n'es pas dans le lignage direct parents, enfants, etc., que tu n'as pas une famille au sens élargi, que tu n'as pas une communauté, que tu n'as pas des gens, et qu'en fait, que la société ne se résume pas que à il y a les familles et ensuite il y a la société. Mais ça, c'est la logique de Thatcher. Vous savez, sa fameuse phrase, Margaret Thatcher, donc, qui était la première ministre britannique, qui a mis en place toutes les politiques néolibérales, d'austérité, etc., qui a matraqué la classe ouvrière comme c'est pas possible, notamment les mineurs, mais pas que. Elle avait une phrase très très connue, c'est There is no society. Il n'y a pas de société. Et en fait, souvent, on garde juste cette partie-là de la phrase, mais en fait, la suite de sa phrase, c'est There is no society. There are only families, et etc., etc. Donc elle dit exactement, je crois que nous avons traversé une période où trop d'enfants et d'adultes ont été conditionnés à croire j'ai un problème, c'est au gouvernement de le régler, ou j'ai un problème, je vais demander une aide financière pour le résoudre. Je suis sans abri, le gouvernement doit me loger. Ils reportent ainsi leurs problèmes sur la société. Or, qu'est-ce que la société? Elle n'existe pas. There is no such thing. Il y a des individus, des hommes et des femmes, des familles, et aucun gouvernement ne peut agir autrement que par l'intermédiaire des individus qui se tournent d'abord vers eux-mêmes. Et c'est pour ça que la phrase de Margaret Thatcher, There is no society, qui en réalité, There is no such thing as a society, there are individuals, there are men and women and families. Et en fait, c'est cette logique où la société est enfermée, où il n'y a pas de logique de vie commune, il n'y a pas de logique d'espace intermédiaire de la vie, il n'y a pas de logique de solidarité qui peut exister. Tout n'est réduit qu'à l'individu, la famille, et ensuite le gouvernement, mais le gouvernement, il va pas t'aider. Donc surtout l'individu et la famille. Et en fait, c'est une logique d'atomisation qui permet de maintenir encore plus captifs la classe ouvrière, les pauvres, les travailleurs, les prolétaires, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui permet de devenir bien plus captifs, parce que si tu n'as plus ce filet de protection sociale qu'est le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir des gens autour de toi, le fait d'avoir des échelons de solidarité qui te permettent de survivre. On vient de parler de Ballroom tout à l'heure, c'est un excellent exemple, par exemple, de société qui ne dépend pas de la famille biologique et de l'individu. Si on te prive de ça, dans ce cas, tu es complètement vulnérable à absolument tout, et surtout tout ce que le gouvernement peut te faire subir. Parce que quand Margaret Thatcher dit ça, elle va justifier de réprimer les mouvements sociaux des mineurs, donc littéralement des gens qui travaillent à la mine, qui demandent, oh je sais pas, au hasard d'avoir le droit de vivre au-delà de 40 ans. Elle détruit tout le tissu d'aide sociale, etc., de santé, de transport aussi, de transport public, etc. Donc, quand elle dit ça, c'est aussi pour justifier de supprimer tout ce qui permet à ces fameux individus dont elle parle de vivre, de survivre, de, comme on dit en langage de gauche, reproduire leur force de travail et reproduire leur vie, tout simplement, de rester en vie et d'avoir une vie bonne. Et en fait, ça diffuse une vision du monde où ceux d'en bas ne méritent pas d'avoir une vie bonne, ne méritent pas d'avoir une vie heureuse, de faire les fêtes de famille, d'avoir des amis, de sortir, d'avoir des loisirs, d'avoir des velléités artistiques, autres, etc., etc. Les gens d'en bas ne sont voués qu'à travailler pour ceux d'en haut et surtout rien d'autre.
tout ce qui peut les émanciper, tout ce qui peut les faire rêver d'autre chose, les faire rêver de mieux, les faire rêver d'ailleurs, tout ce qui peut leur faire rêver éventuellement d'aller à l'encontre de ce qu'on leur impose, de ce que leur patron leur impose, etc. Tout ce qui leur permet de penser l'ailleurs, tout ce qui leur permet de s'échapper de leurs conditions, doit leur être impossible. Pas interdit, tu peux pas interdire aux pauvres d'aller au cinéma, mais par contre, tu peux suffisamment leur faire baisser leur paye pour qu'ils n'aient même plus la thune d'aller au cinéma, par exemple. Et en fait, c'est ça, c'est cette logique purement d'exploitation, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as pas de possibilité de regarder ailleurs, d'avoir un moment de respiration, bah ta vie est vouée à l'exploitation et à la mort, quoi. Pour le bénéfice de ceux d'en haut qui pourront encore plus engranger de la thune. Et oui, c'est ça. Et selon elle, même le gouvernement t'aidera pas. Aucun gouvernement ne peut agir autrement que par l'intermédiaire des individus qui se tournent d'abord vers eux-mêmes. Donc, le gouvernement n'agit que au travers des individus qui ne demandent de l'aide à personne. Donc le gouvernement n'agit pas. Si les individus doivent demander de l'aide à personne et se tourner vers eux-mêmes, du coup le gouvernement ne peut pas agir au travers d'eux. C'est eux qui se démerdent, quoi. Est-ce que c'est vraiment conscient? C'est à la fois conscient et à la fois inconscient. Les riches ont un mépris général pour les travailleurs et considèrent que les travailleurs ne travaillent jamais suffisamment. Et ça, c'est toute la logique du mépris de classe, toute la logique idéologique qui va justifier le fait que les riches sont à leur place et que les pauvres sont à leur place. C'est que les riches, c'est les seuls à vraiment travailler et les pauvres, de toute façon, s'ils pouvaient, ils arrêteraient de travailler. Bah ouais, bah écoute, génie, essaie de travailler essaie de travailler ne serait-ce qu'une semaine à l'usine, tu verras que tu voudras arrêter de travailler toute ta vie. Mais en fait, c'est qu'il y a tout un monde de justification idéologique qui nécessite de déshumaniser suffisamment les travailleurs, les ouvriers, les pauvres, même les artisans, enfin tous les gens qui sont en dessous de toi, de les déshumaniser suffisamment pour considérer qu'ils n'ont pas les mêmes besoins fondamentaux que toi. On parle souvent de la pyramide de Maslow, la pyramide de besoins. Alors ça, c'est tous les trucs de manager, etc. qui sont à fond là-dedans, tu vois. Genre, t'as tout ça, et donc t'as les besoins physiologiques tout en bas, les besoins de sécurité un peu au-dessus, là. Donc d'abord, les besoins physiologiques, c'est t'as besoin de bouffer, respirer, boire, etc., chier, voilà, quoi. La sécurité, ensuite l'appartenance, ensuite l'estime, et enfin l'accomplissement, tout en haut, l'accomplissement. On voit ça en marketing. Bah ouais, mais quand vous lisez cette pyramide, vous voyez à quel point ça correspond aussi aux classes sociales. Qu'est-ce que tu garantis aux pauvres? Allez, un minimum qui bouffe et encore. Juste au-dessus des pauvres, on leur promet la sécurité de ne pas devenir des pauvres comme les autres. Donc en mode, oh là là, ok t'es un prolétaire, mais vote Rassemblement National, comme ça on va te protéger des Noirs et des Arabes. Ensuite les besoins d'appartenance. Allez, on monte un échelon social supplémentaire. Des gens qui atteignent un petit peu une forme de bourgeoisie, qui ont des besoins d'appartenance communautaire, qui vont du coup participer à des activités, se sentir intégrés dans un milieu social, dans un milieu culturel, etc. Et ensuite besoin d'estime, et ensuite les besoins d'accomplissement, bah ça c'est les ultra riches qui sont en mode ah vas-y c'est bon, je suis on top of the world, quoi. Genre ce qui est fascinant, c'est que cette pyramide là, elle est lue par les bourgeois comme un parallèle de la hiérarchie sociale. Le besoin de base qu'il faut garantir à tout le monde, voilà, mais les besoins au-dessus finalement, les prolos, ils en ont moins besoin, quoi. Les prolos, avant tout, ils ont besoin de leurs besoins physiologiques, éventuellement la sécurité, mais on verra plus tard. Mais l'appartenance, l'estime, l'accomplissement, ça, c'est un luxe qu'ils peuvent pas se permettre, quoi. Genre, ça ne leur appartient pas. Ça, c'est pour les riches. L'accomplissement, etc., l'estime, l'appartenance, ça, c'est pour nous, ça. Allez, l'appartenance, peut-être. Allez, on va dire qu'ils sont blancs et qu'ils vont être racistes avec nous. Mais cette pyramide est beaucoup lue au prisme du mépris de classe, c'est-à-dire les pauvres, ils n'ont pas le droit à ça. Ils n'ont pas le droit au haut de la pyramide, vu qu'eux-mêmes sont en bas de la pyramide. Donc les pauvres, ils ont le droit qu'aux besoins physiologiques. Et ça, c'est indigne qu'ils les réclament. Du coup, bah, les pauvres, quand ils revendiquent qu'ils veulent de la thune pour aller en vacances, pour faire des activités, pour offrir des cadeaux à leurs amis, pour avoir une vie sociale, etc., tout ça, c'est des besoins accomplissement, estime, appartenance, etc., c'est tous ces besoins sociaux, psychologiques, supplémentaires, etc. Bah, les riches qui les méprisent et qui les déshumanisent vont considérer que non, vous, non. Non, ça c'est pas à vous. Vous n'avez pas le droit de demander ça. Alors que le besoin d'accomplissement fait partie de la pyramide parce que c'est tous les besoins fondamentaux. En fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est que cette pyramide-là, c'est la pyramide de l'entièreté des besoins fondamentaux. Ça veut dire que, genre, il n'y a rien qui n'est optionnel dans cette pyramide. De base, dans cette pyramide, si tu la lis pas comme un manager de con, si tu la lis pas comme un putain de bourgeois qui méprise les pauvres, le principe de cette pyramide, c'est de dire tout est important. Et les trucs se construisent par-dessus, chaque strate se construit par-dessus la précédente, mais tout est important. Le haut est aussi important que le bas. Il n'y a pas d'option, tu peux pas pick and choose, tu peux pas choisir. Sauf qu'en fait, les bourgeois, ils disent, bah, tu sais quoi, on va choisir pour les autres. C'est une hiérarchie de l'urgence. Ouais, bah ouais. Méga choquant dans les bails de filière pro, genre du bâtiment, pour les lycéens, où on enlève beaucoup d'heures de matière théorique, ça fait bader. Bah ouais, parce que, bah, voilà, t'as besoin avant tout d'apprendre les mains, et puis après, on verra. De toute façon, les trucs...
Les trucs un peu théoriques, philosophiques, machin truc qui font rêver, non, ça c'est pas pour vous ça. Mais sauf que derrière, ils disent bah non, on va supprimer la prime de Noël pour on va supprimer la prime de Noël pour les gens qui ont pas de gosses parce que ils ont pas besoin de ça. Ils ont pas de gosses à faire bouffer. Donc quoi, ça veut dire quoi? Que la prime de Noël, c'est pour garantir seulement les besoins physiologiques d'une autre personne et que du coup le reste des besoins, etc., tu as pas le droit. Tu vois, ouais, c'est la même logique quoi. Donc du coup sur cette prime de Noël, allons voir, c'est quoi? 2026, vous avez confirmé hier soir en audition que vous alliez supprimer cette prime de Noël pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Franchement, c'est incompréhensible, Jean-Pierre Farandou. Ce qui doit être compris déjà, c'est l'état des comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on est amené à faire des propositions qui peuvent sembler parfois un peu agressives pour les Français. Je le comprends, je l'entends, mais déjà entendons que la sécurité sociale est en train de diverger. C'est un bien commun, la sécurité sociale. Si on n'a pas le courage de s'attaquer à bras-le-corps à son équilibre, ça va déraper. On va arriver. Là, ils sont en train de nous faire le même truc que les retraites. Nous faire croire, le fameux trou de la sécu. Moi, petit spoiler alerte, mais l'argent, il existe. En fait. À un moment, on sera plus capable de payer les retraites, de payer les remboursements. Jean-Pierre Farandou, sur la question du déficit. Ah, on sera plus capable de payer les retraites? Mais attends, je comprends pas. Vous nous avez foutu la retraite à 64 ans précisément parce que, oh là là, on peut pas payer les retraites, il y a un déséquilibre dans le système de retraite, mais si on la met à 64 ans, ça ira, ce sera parfait, tout sera réglé. Ah, du coup, tout n'est pas réglé. Du coup, en fait, non, on pourra pas payer les retraites quand même. Donc c'est quoi? En fait, mais parce que la logique, c'est toujours repousser la crise. On dit, oh là là, c'est terrible, il n'y a pas de thunes, etc. Faut couper. Une fois que tu as coupé, oh là là, il n'y a toujours pas de thunes, faut continuer de couper, etc. C'est toujours cette même logique où tu te mets dans une logique de pourchasser en permanence un seuil qui ne fait que s'éloigner, un horizon qui ne fait que s'éloigner. Parce que cet horizon est faux depuis le début. Le Gaslight Tax, là, c'est que ça a déjà été supprimé dans plein de branches ministères, etc. Et là, tous les prolos vont se taper dessus entre eux parce que Crary certains ont plus de privilèges que les autres, comme pour les régimes spéciaux de retraite. Mais bien sûr. Et après, t'inquiète même pas que ça va accuser les étrangers de faire trop de gosses pour toucher les allocs. Parce qu'on les connaît. Et que du coup, l'extrême droite va y aller en mode ah oui, vous avez raison, il faut faire des enfants blancs. Il faut faire des enfants blancs. C'est la même stratégie depuis les nazis, désolé, mais je vais refaire le point Godwin, mais à un moment, c'est mérité. Les pauvres, ils vont acheter des écrans plats. Et du déficit de la sécurité sociale, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Simplement, vous assumez ce matin le fait de dire il y a cette prime de Noël pour les plus précaires, je répète, ceux qui sont au RSA ou des chômeurs en fin de droit. Quand vous n'avez pas d'enfants, vous ne toucherez plus cette prime de Noël. Alors, c'est la version initiale du projet de loi de finances, mais là encore... En plus, pour les plus pauvres de chez plus pauvres de chez plus pauvres. Vraiment, c'est RSA, chômeur en fin de droit. Et on va... Pour moi, la logique, normalement, quand tu cherches de la thune, tu vas là où il y en a. Pas là où il y en a pas. Là, par définition, c'est dans là qu'on n'en pas. Pour sauver la sécu, on rend les gens pauvres, comme ça, ils seront encore plus malades. Et ah, bah non, ça marche pas en fait. Bon, faut privatiser la sécu et l'hôpital alors les autres. Mais c'est exactement ça, Arlindo. T'as vraiment résumé le truc. C'est que couper dans le budget de la sécu, c'est faire en sorte que la sécu soit encore plus nécessaire. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Il y a débat. C'est bien exactement ce qu'on dit. S'il y a des réactions, je les ai entendues. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à le remettre en question. Ce que je demanderai à chaque fois, c'est quelle est l'économie qui va avec. Parce que moi, je suis garant des comptes de la sécurité et donc sociale. Vous êtes ouvert à la possibilité de revenir et de rétablir cette prime de Noël pour ceux qui n'ont pas d'enfants? Bien sûr, je suis ouvert. Là encore, c'est le jeu parlementaire qu'on a évoqué, mais je serai attentif. Oui, t'es ouvert, mais tu te reposes bien sur le fait que le RN et la droite vont bien voter pour cette suppression, et qu'au Sénat, comme c'est la droite, ils vont bien voter pour la suppression, et que derrière, ce sera fou. Non mais il se fout de la gueule de qui, lui? Oh, je suis ouvert au débat parlementaire. Oui, t'es uniquement ouvert parce que tu connais d'avance la réponse, quoi. Oui, le PS a laissé faire ça. Le PS a refusé de censurer ça, un rappel. À ce qu'on me dise quelle est l'économie qui va avec ou quelle est la recette qui va avec. Je serai le garant de cet équilibre, ça me paraît fondamental. Ça me casse les couilles d'entendre les droitards dire que pour sauver la sécu, il faut être la sécu. Mais c'est George Orwell, désolé. C'est vraiment la guerre, c'est la paix. Pour sauver la sécu, il faut détruire la sécu. Pour sauver notre régime de retraite par répartition, il faut aimer le régime de... C'est le même truc, c'est... Et en fait, comme à la fin, il n'y a plus rien de rationnel dans tout ce qu'on nous raconte, mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? En fait, sincèrement, à part devenir complètement faux et dire George Orwell, c'est contradictoire, qu'est-ce que vous nous racontez? Et de devenir fou comme je suis en train de le devenir, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? À part dire mais vous êtes con, monsieur, mais vous êtes débile, vous êtes un abruti, mais casse-toi, mais va te faire foutre, sale tâche. À part ça, qu'est-ce que tu as à répondre? À partir du moment où les arguments échappent et sont au-delà de toute logique, et sont volontairement contradictoires et que ça n'a plus aucun sens, à part leur dire d'aller se faire foutre, il n'y a plus à parler, quoi. Le PS a une solution alternative radicale, supprimer la prime de Noël pour les milliardaires. Rien, tu deviens nihiliste de fou. En fait, c'est ça.
c'est la corruption ultime du discours et la destruction de la réflexion, ça crée que de la méfiance, c'est juste à les insulter, les gager. Bah ouais, parce qu'en fait, in fine, les gens, ils ont plus confiance en personne. Le langage lui-même, le discours politique lui-même devient suspect. Et c'est ce qu'on observe beaucoup dans la désaffection de la politique, dans le fait que les gens votent de moins en moins, s'éloignent de plus en plus de la politique et soient de plus en plus en mode « de toute façon, c'est tous des pourris, de toute façon, ils disent tous n'importe quoi, etc. » C'est que, bah, en fait, ça crée les conditions pour que le discours porté par l'autorité / le responsable politique devienne un discours toxique et que plus personne ne veut écouter. Et que du coup, bah, les gens se retirent eux-mêmes de tout ça parce que ça les dégoûte et ils ont raison, mais bah, c'est ça qui crée les conditions pour que le fascisme arrive au pouvoir. C'est que les gens n'y croient plus et du coup, ils croient plus vraiment en des alternatives possibles. Éventuellement, aller en face, on te promet une solution radicale en mode on détruit les Arabes, en mode une solution finalement qui ne consiste que dans de la fuite en avant. Et du coup, ils sont séduits par cette fuite en avant, mais sinon, les autres qui ont intérêt à ce que ça change, bah, ils y croient plus. Et dès qu'ils voient un mec en costard à la télé, quoi qu'ils disent, ils vont dire il va m'embrouiller. Parce que la dernière fois, toutes les fois où il y a eu un mec en costard à la télé, dans la rue, dans les urnes, etc., ils m'ont tous embrouillé. Donc qu'est-ce que. Et en fait, c'est ces gens-là qui sont responsables aussi de la montée du fascisme, quoi. Attention, tout le monde ne se retire pas. Ceux qui sont vraiment aidés par les politiques, les bourges, les vieux, les racistes continuent de voter. Ah non, mais bien sûr, mais là je parle des gens qui se font taper dessus par ces politiques-là. Là, je parle bien évidemment. Là, je parle des pauvres, là. Fondamental. Vous savez quel est le montant de la prime de Noël pour les célibataires et pour les foyers sans enfants? C'est autour de 150 €. Oui, c'est ça. C'est 150 € pour un célibataire et 228 € pour un couple. Est-ce que là encore, vous comprenez que certains se disent, quand il est question de s'attaquer aux très 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 riches, on y va d'une main tremblante, mais... En tout cas, très bonne question de Duhamel. Hein. J'ai jamais cru dire ça de ma vie, mais 150 balles. Hein. Donc dites-vous encore une fois, je vais vous reprendre ma petite pyramide des besoins, hein. Mais dans la logique des bourgeois, les 150 balles de plus qui peut-être vont faire que pour Noël, tu vas pouvoir acheter à graille pour faire une bonne bouffe avec tes amis, ne pas perdre ce lien social indispensable, ne pas... Parce que très souvent, en fait, c'est aussi la honte qui t'éloigne quand t'as pas de thunes. C'est beaucoup la honte de ne pas être à la hauteur qui fait que tu t'éloignes de tes cercles sociaux. Et en fait, le chômage et le fait d'être au chômage de longue durée, etc., c'est un espace de désociabilisation, pas uniquement parce que tu n'as plus la thune de voir des potes, mais aussi parce que tu as honte que quand tu vois des potes, c'est eux qui payent pour toi. Et en fait, c'est la honte qui te désociabilise. C'est la honte qui fait que tu deviens juste un individu tout seul et que tu deviens finalement le fantasme de Margaret Thatcher, c'est-à-dire un point dans le monde détaché de la société. Parce que c'est la honte qui crée ça. Et du coup, bah, là, ils se disent, tiens, les 150 balles qui feront que peut-être il pourra amener une bouteille, un petit plat, etc. pour le repas de Noël, et au lieu d'avoir honte de se dire qu'il n'a rien à apporter pour Noël, et qui fait qu'il va passer un moment avec des amis, et qu'il va se passer des trucs, et que peut-être qu'il va se changer les idées, penser à autre chose, ou alors même juste passer un bon moment et se rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue, bah en fait ces 150 € là, bon, il en a pas besoin. Il en a pas besoin de ces 150 €. Oui, ou alors même juste graille, quoi. Juste manger, quoi. Bref. Ou ça peut être un billet de train pour voir la famille. Ouais, c'est ça. Billet de train pour voir la famille. Genre et encore, c'est plus en plus cher. Et sur l'argument des bourgeois, à chaque fois, c'est oh, pour si peu, ils peuvent s'en passer. Oh, 150 €, de toute façon, c'est pas grand-chose. Ah. En plus, c'est pas contre son camp, genre les 150 balles, les pauvres, ils vont les dépenser, c'est direct réinjecté. Mais bien sûr, mais ça, c'est aussi toute la logique. Même d'un point de vue un peu libéral économiquement, mais libéral keynésien, t'es en mode, mais si les pauvres, ils ont de la thune, ils vont la dépenser. Il y a que les riches qui dépensent pas leur thune, en fait. Genre oui, les riches, ils placent leur argent, etc. Et c'est de l'argent qui est perdu parce qu'il n'est plus en circulation dans la société. Mais oui, l'argent de la consommation, c'est ce qui fait vivre la société, putain. C'est ce qui fait qu'il va aller acheter des trucs, aller bouffer, aller... Enfin, genre, c'est... Oui, c'est le cœur de l'économie, en fait. Mais bon, attention, en plus, de plus en plus, souvent les primes de Noël sont déjà le chèque cadeau pour pas qu'on les utilise comme on veut. Oui, il y a ça aussi. Hein. Ça, c'est le fantasme. C'est vraiment ce qui les fait bander, les bourgeois, c'est de contrôler ce que les pauvres ils vont acheter. Contrôler la consommation des pauvres. On veut être sûr que vraiment cet argent, vous allez l'utiliser comme nous, on veut que vous l'utilisiez. Frère, t'as qu'à rétablir l'esclavage si tu veux autant contrôler les gens, en fait. Mais bon. Au moins assume. Question d'enlever 150, 250 € aux plus précaires. Là, le gouvernement, bizarrement, trouve des idées. Bah, il faut aussi bien se rendre compte que l'État français a été très généreux, et tant mieux. Il y a eu une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux.
Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ses politiques de générosité. On a été généreux, on a été trop dispendieux, on a été trop gentil avec les pauvres. Maintenant, c'est fini. Mais généreux, c'est pas de la générosité, c'est de la justice en fait. C'est pas de la t'es pas grand seigneur, t'es pas le grand seigneur qui sort de la messe, qui voit le pauvre sur les marches et qui dit « Oh, je suis inspiré, je suis généreux, tiens, gueux !» Prends à manger. Oh, je me sens tellement bien. La générosité, c'est narcissique. Ça, c'est pour ça que ça m'énerve. Parce que je les connais, les bourgeois, je viens de cette putain de classe. Pourquoi ils parlent de générosité? C'est parce que, in fine, c'est à propos d'eux à la fin. Eux, ils sont vraiment en mode, on va donner de la thune, mais c'est moi. C'est grâce à moi que ce pauvre, il a de l'argent. C'est grâce à moi. Et en fait, finalement, c'est moi qui m'élève vers le Seigneur. C'est moi qui m'élève en donnant généreusement cet argent. Mais à un moment, je ne peux plus, car cette générosité a des limites, et vous comprenez. Et du coup, ils passent d'être les héros de l'histoire en mode on est généreux, on est les meilleurs, mais ferme ta gueule. Parce que c'est pas de la générosité, on vous a forcé à la rendre, cette thune. Et encore, vous vous êtes démerdés pour pas tout rendre. Bref. Donc, ils passent de « on est les grands princes, les héros de l'histoire » à « on est les victimes de l'histoire parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État ». C'est vraiment ils se démerdent toujours pour rester le personnage principal, y compris de la vie des pauvres. Oui, et comme tu dis, Doc Scorpio, c'est pas ton fric. C'est le fric que les travailleurs créent. C'est le fric que les travailleurs permettent de dégager et que vous extorquez un maximum en leur laissant à peine de quoi vivre. C'est littéralement la putain de lutte des classes. Mais ça, c'est l'obsession des bourgeois. Ça, c'est vraiment le truc dans la sociologie chez les bourgeois, c'est les bourgeois, à chaque fois, ils ont leurs pauvres. Il y a toujours une logique dans la façon dont les bourgeois ils font l'aumône, la générosité, etc. Ils ont leurs pauvres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner à n'importe quel SDF dans la rue. La plupart des SDF, c'est « Ah, berk ». Mais par contre, celui qui est sur les marches de l'église et qui croise régulièrement, c'est leur pauvre. C'est un peu, ils ont un rapport presque clientéliste à la générosité, entre guillemets. La fameuse charité chrétienne, c'est dans une école congrégationniste, c'était leur mot d'ordre. Par contre, le mépris de classe, bienvenue. Bah oui, bien sûr. Mais parce que tu as besoin de mépris de classe pour considérer ne serait-ce que tu fais œuvre de charité. Puisque quand tu fais œuvre de charité, c'est ton âme qui va s'élever. C'est pas celle du mendiant. Le mendiant, il gagne rien à recevoir de la thune. Juste, il bouffe. Par contre, toi, en donnant de la thune, tu élèves ton âme. Encore une fois, je vous renvoie à la déformation qu'ont fait les bourges de la pyramide des besoins de Maslow. Mais c'est ça, hein. Quand tu donnes de la thune, le mec auquel tu donnes de la thune, il est là, besoin physiologique, peut-être qu'il va bouffer. Mais toi, t'es dans le besoin d'accomplissement. Parce que ton âme va s'élever et Dieu, il va être content. Tu vois, genre, on retrouve vraiment à quel point cette putain de pyramide de besoins. En fait, parce qu'il fallait pas faire une pyramide, tout simplement. De base, il fallait pas faire une pyramide parce que quand tu vois une pyramide, tu l'identifies comme une hiérarchie. Et du coup, forcément, ça va coller naturellement à ce qu'on considère de la hiérarchie sociale. Bref. Mais ouais. Ouais, c'est l'image du philanthrope, exactement. Maximale. Il faut donc accepter un recentrage et là c'est le débat. Quelles sont les priorités, comment on cible? Mais il faut accepter cette idée que peut-être la générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être... Vous voyez? Il n'est pas en mode oui, ok, peut-être que ça, peut-être que la prime de Noël, on verra, etc. Mais il faut accepter l'idée qu'on a été trop généreux. Et c'est ça le fond du truc. C'est que même si, in fine, la prime de Noël n'est pas finie, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on accepte l'idée que toutes les politiques de redistribution, toutes les politiques sociales n'auraient jamais dû exister. Et c'est pour ça que c'est un truc idéologique beaucoup plus large. La bamboche, non, mais la bamboche c'est terminé, mais sous-entendu, on n'aurait jamais dû faire la bamboche même. Genre tous les trucs qui ont permis aux putains de boomers d'avoir une bonne vie, ça aurait jamais dû exister. Ça me fout tellement en rogne. Vraiment, qu'est-ce que tu m'envoies, Zaforix? Le député guillotin dans la médecine, très salé, très malin, fini la machine, pour purger le corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine, c'est la guillotine. Merci, Zaforix. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.